Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission T'as fait comment ? Aujourd'hui spéciale Sciences Po, donc T'as fait comment ? Pour rappel, c'est une émission qui vise à dédramatiser les questions d'orientation, parce que beaucoup sont stressés sur ces sujets pour choisir la bonne voie, pour le bon parcours. On va vous montrer qu'il y a plein de choses possibles. Donc aujourd'hui, on se concentre sur Sciences Po. Et je suis Pauline, avec Sébastien, et nous sommes accompagnés de Nicolas, Christophe et Elsa, qui sont tous en transition professionnelle. Donc on va voir que finalement, on peut très bien changer de métier à toute étape du parcours, notamment après de belles études, puisque leur point commun, c'est qu'ils ont tous fait des études en sciences politiques à Sciences Po ou IEP, et donc ils vont nous en parler. Avant ça, je vais vous laisser vous présenter chacun, dire deux petits mots sur vous. Alors moi je suis Elsa, j'ai fait Sciences Po il y a quelques années maintenant, j'étais diplômée en 2012, j'ai fait Sciences Po et j'ai fait un master en affaires publiques, spécialité culture. Jusqu'à très peu de temps, je retravaillais comme directrice générale adjointe d'un groupement d'écoles dédié aux élèves qui souffrent de troubles des apprentissages. Christophe ? Moi, je suis Christophe. Je suis rentré à Sciences Po en 2015 et avec toute une histoire de mon parcours dont on parlera, j'en suis sorti que cette année, 2024. Actuellement, je suis consultant dans une boîte qui permet aux gens de trouver leur orientation et de la formation pour trouver le métier qu'ils ont envie de faire. Et moi, j'ai fait à Sciences Po un master administration publique, spécialité politique publique. Et voilà, on va pouvoir en reparler. Top, merci. Et Nicolas ? Je m'appelle Nicolas Froissart, j'ai intégré Sciences Po après des études de droit. Je suis juriste de formation, j'ai fait 5 ans de droit et j'avais intégré ce qu'on appelait à l'époque un DEA de sociologie des organisations à Sciences Po, Paris. Et après, j'ai travaillé dans le secteur associatif. Et ma dernière expérience, je dirigeais l'association La Fresque du Climat. Donc on va voir ce qu'est Sciences Po, comment y entrer, qu'est-ce qu'on fait à Sciences Po, qu'est-ce qu'on peut faire après Sciences Po. On n'arrête pas de mentionner ce nom Sciences Po, mais je ne suis pas sûr que ça parle en fait à toutes les personnes qui nous écoutent, ou en tout cas avec des représentations qui seront différentes. Donc on a préparé l'émission avec Pauline et on a trouvé déjà que donc, vous êtes passé par Sciences Po, mais on entend parler aussi d'IEP. Alors première question, ça sera quelle est la différence entre Sciences Po et IEP ? On a même entendu parler de Sciences Po point et de Sciences Po pas point. Alors du coup là on ne sait pas de quoi il s'agissait, s'il y en a un qui peut nous éclairer, nous non-initiés. Alors les IEP, c'est les instituts d'études politiques. Alors Sciences Po Paris, c'est l'Institut d'études politiques de Paris, qui a été fondé par Émile Boutmy à la fin du 19e siècle. Et Sciences Po Paris, Sciences Po point, c'est le Sciences Po originel, et qui est le point de concours de l'IEP de Paris et de la Fondation nationale des sciences politiques, donc la FNSP. Et c'est ces deux entités ensemble qui font Sciences Po point, qui est Sciences Po originel, mais Sciences Po Paris. Et après, il y a d'autres instituts d'études politiques qui ont ouvert un peu partout en France. Enfin, il y a plein de villes. Alors, je ne vais pas toutes les citer parce que j'aurais peur d'en oublier et de vexer des gens. Donc, je peux juste dire qu'il y en a vraiment dans beaucoup de villes en France, mais vous ferez le post-travail de nous dire dans toutes les villes dans lesquelles il y en a. Et c'est des Sciences Po. Et donc, il y a Sciences Po Lille, Rennes, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Toulouse, Saint-Germain-en-Laye, je crois, qui a ouvert récemment. Donc il y en a pour un peu importe où vous habitez, finalement, il y a un Sciences Po pas loin, quoi, globalement. Il n'y a pas d'exclusion territoriale. Dans la marque Sciences Po point, donc Sciences Po Paris, le campus originel fondé fin du 19e siècle, à partir des années 2000, ils ont ouvert d'autres campus. Donc il y en a à Dijon, à Reims, à Menton, au Havre, à Poitiers et à Nancy. C'est des campus un peu dérivés et où ils ont des profs en commun avec Sciences Po Paris et ils ont une administration commune avec Sciences Po Paris. Dans sciences politiques, on entend politique, on peut penser à Emmanuel Macron, à, je sais pas, Gabriel Attal. L'imaginaire collectif peut aussi avoir l'idée qu'en fait, pour aller à Sciences Po, il faut avoir des prérequis, que tout le monde est un peu hyper engagé dans les manifs, dans des assos, etc. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'il faut vraiment être engagé ? Vous, c'était votre cas vers 18 ans ou pas ? Alors moi, oui, c'était mon cas. Moi, j'étais engagée à Paris, parce que je suis parisienne d'origine. J'étais au Conseil de la jeunesse et puis au Conseil parisien de la jeunesse et j'avais envie de changer le monde. Donc, j'ai fait Sciences Po originalement parce que je comptais faire de la politique.
Finalement, c'est pas ce que j'ai fait. Mais je sais que c'est pas du tout le cas de la majorité de mes copains, de mes amis à Sciences Po. Et après, il y a beaucoup de gens engagés à Sciences Po, et c'est quand même, puis c'est valorisé, puis c'est intrinsèquement quand même, ça fait un peu partie de l'ADN de l'école. Mais non, il y a pas plein de gens qui sont pas du tout engagés quand ils arrivent à Sciences Po, ni même quand ils en sortent. Moi, justement, c'est ce cas de figure-là. Moi, quand je suis sorti du lycée, j'étais pas du tout engagé, ni dans une association, ni dans un syndicat étudiant, ni rien du tout. J'étais entouré de gens qui n'étaient pas engagés non plus. Et en fait, c'est en arrivant à Sciences Po que j'ai découvert le monde associatif, l'engagement étudiant. D'un autre côté, j'ai aussi beaucoup côtoyé, quand j'étais dans mes premières années, des gens qui étaient pas du tout engagés, qui voulaient faire Sciences Po pour faire l'école de journalisme ou des trucs où il n'y avait pas besoin d'un engagement militant. Moi, j'ai découvert l'engagement militant politique à Sciences Po. Donc j'ai fait des manifestations, j'ai fait du militantisme. On se rend compte aussi que c'est un milieu où dans les associations il peut y avoir des conflits, il peut y avoir, c'est un milieu très humain. Ça m'a un peu éloigné de l'engagement et je me rends compte que là du coup j'ai fini mon master et je suis entouré de gens qui ne votent même pas pour les associations à Sciences Po parce que on s'y intéresse plus. Et alors, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ou qu'est-ce qui vous a amené à Sciences Po? Comment ça s'est passé? Comment se passe l'entrée, l'inscription? Alors moi, je suis rentré par une voie un peu particulière qui était celle d'EA, ça s'appelait donc maintenant un master. Et moi, je connaissais pas. Moi, j'arrivais un peu de ma campagne et je connaissais pas bien Sciences Po. Ou en tout cas, j'ai du mal à me rappeler, mais je pense que si je connaissais Sciences Po, ça semblait sans doute quelque chose d'assez inaccessible par rapport à ce qu'était mon parcours à l'époque. Et donc, moi, j'ai eu cette chance, effectivement, à un moment donné, un peu par hasard, de candidater à ce master et d'être pris et de découvrir finalement a posteriori, en l'intégrant, ce qu'était cette institution et ce qui était très riche et très intéressant. Mais voilà, on peut parfois aussi avoir cette chance de découvrir une institution comme Sciences Po un peu par hasard. En tout cas, c'était mon cas à l'époque. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a donné la première impulsion? C'est quelqu'un qui, dans votre entourage, vous en a parlé? Un prof Moi, je suis plutôt rentré par la matière que par l'institution, parce qu'encore une fois, Sciences Po, je connaissais un peu, mais de ce que je connaissais, je me disais, je connaissais pas bien, et encore une fois, je me disais, est-ce qu'ils vont vouloir de moi quelque part? Mais comme la matière, donc c'était la sociologie des organisations, donc comprendre comment une organisation, une entreprise fonctionne ou dysfonctionne en appliquant la sociologie, mais de façon très concrète à ce monde professionnel, donc comprendre les enjeux, les stratégies entre les différents groupes d'acteurs au sein d'une organisation. Et moi, j'avais toujours voulu faire de la sociologie et on m'avait toujours dit qu'est-ce que tu vas faire comme métier après avec la socio. Et là, j'avais effectivement découvert, en voyant qu'il y avait ce master à Sciences Po, que la sociologie pouvait être appliquée au monde de l'entreprise. Donc, on pouvait accéder à différents métiers, consultant ou cadre dans une organisation avec des fonctions sur l'organisation, faire évoluer justement l'entreprise ou l'organisation dans laquelle on travaille. Donc, pour moi, c'était j'allais dire une délivrance. Le mot est peut-être un peu fort, mais de me dire une matière qui m'intéresse, la sociologie, finalement, peut manifestement donner lieu à une carrière professionnelle après. Donc, moi, je suis plutôt rentré par la matière que par l'institution. Hop. Et toi, Christophe? Si on se replonge à 18 ans, c'était qui le Christophe à 18 ans, en termes de passion, d'envie, etc. Et paf, un jour Sciences Po, c'est quoi la logique qui t'a amené à Sciences Po? Moi, c'est un peu comme Elsa, le côté je veux refaire le monde. Donc moi, ça se traduisait pas par un engagement, mais je réfléchissais beaucoup au monde qui m'entourait. J'étais très curieux de questions de politique, de questions d'élection, mais à un niveau très à la surface, parce que j'avais pas beaucoup de recul. Mais déjà, juste de se cultiver sur ce genre de sujet, ça te pousse un peu, ça te dit vers quelle école tu vas aller. Sinon, l'autre domaine vers lequel, sur APB, je m'étais inscrit, c'était archéologie. Donc dans tous les cas, voilà, c'est un petit peu comme ça, et étudier et comprendre la société. Qui te double. C'est ça, voilà. J'ai eu Sciences Po, du coup. Sciences sociales, en fait, ou en tout cas... C'est ça. Et donc moi, en fait, à Sciences Po, j'y suis rentré par la procédure CEP, donc Convention Éducation Prioritaire.
parce que j'étais dans un lycée ZEP, zone éducation prioritaire, qui est un lycée qui est toujours en ZEP. Enfin, maintenant c'est REP. Et en fait, Sciences Po, depuis les années 2000, sous le directeur Richard Descoings, ont organisé des partenariats avec des lycées en ZEP pour avoir une autre voie de concours pour des étudiants qui, justement, pourraient subir des biais parce que, en banlieue, on n'a pas des cours de la même qualité ou on n'a pas forcément, ne serait-ce que l'information. Du coup, c'est ma mère qui m'a informé sur ce sujet-là. Ma mère qui n'est pas du tout issue de ce milieu-là, elle est électronicienne, mais elle savait que moi je me passionnais de questions de société, etc., de politique un peu, et c'est elle qui m'a dit tu devrais passer par ce truc de Sciences Po, je sais que ça existe dans ton lycée. Et c'est comme ça que je m'y suis dirigé. Donc le moi de 18 ans n'y connaissait rien de rien. J'avais aucune information sur ce qu'il y avait après le bac. Alors j'entends du coup une procédure spécifique, mais néanmoins comment se passait la sélection? C'était sur dossier, sur un oral En fait, c'est en année de terminale, au début de l'année, on s'inscrit à cette procédure-là, sous la supervision d'un prof de notre lycée. Donc moi c'était un prof d'histoire que je connaissais pas du tout, et qui est notre tuteur pour l'année. Au début, il faut collecter des articles de presse pour faire une revue de presse sur un sujet de notre choix. Moi, c'était en 2014-2015. À l'époque, le grand sujet un petit peu chaud, c'était l'État islamique. Et donc moi, j'ai fait mon sujet là-dessus. Enfin, mon sujet, c'était en quoi la guerre de l'État islamique aujourd'hui est révélateur de problèmes qu'il y avait eu dans les années 80, conflits de la guerre froide, etc. et de conflits religieux millénaires. Et en fait, c'est une construction en première partie, deuxième partie, sous-partie que j'ai eue naturellement en réfléchissant au sujet, et en fait, qui est exactement la méthode de Sciences Po, que j'ai perdue ensuite, parce que je ne l'avais jamais vraiment apprise, c'était juste intuitif. Et j'ai présenté un exposé sur ce sujet-là en février. J'ai été admissible pour passer les oraux finaux de Sciences Po en juin. Et là, j'ai passé les mêmes oraux finaux que ceux qui ont passé le concours normal. Comment on se prépare à un examen comme ça, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous disent le stress, avant tout, c'est le stress du concours, en se disant mais est-ce que je vais être capable de, etc. Du coup, là, ok, on entend la procédure, tu as fait ton exposé, entre guillemets. C'est ça. Et ok, on me dit, ok, dans un mois, c'est bon, c'est oral. Comment tu te présentes? Comment ça s'est passé? T'es arrivé face à un jury? C'était quoi? Donc, pour l'oral d'admissibilité, c'est un jury qui est dans notre lycée. Donc moi, c'était la vice-proviseure avec 2 professeurs de mon lycée, une professeure de maths et un professeur d'art plastique, je crois, et 2 professeurs d'un autre lycée, donc que je connaissais pas. Je crois qu'il y en avait un, c'était un professeur d'histoire, et le 4e, je sais plus. Mais j'étais devant un jury de 5 comme ça, adultes. Et je dois présenter mon truc comme si j'étais un peu un expert du sujet, quoi. J'ai épluché les articles de presse pendant tout l'automne, et ensuite j'ai développé ma propre réflexion. C'était pas une question de culture G, c'était sur le sujet que tu avais préparé. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, par rapport au sujet que j'avais préparé, eux, ils me posent des questions pour essayer d'approfondir le truc. Par exemple, je me rappelle qu'une des profs, je pense la prof d'histoire, m'avait posé la question de vous parlez de l'Iran, comment on est arrivé à la République islamique. J'ai dit il y avait le Shah d'Iran avant, il a été renversé, et en fait ils essayent de te pousser jusqu'à ce que tu répondes je ne sais pas. D'accord. Ils veulent attendre ce truc là de tu dois pas mentir, non, je connais pas l'information, je vais leur faire croire que je connais. C'est pas faux pour ceux qui connaissent. C'est ça. Là il y a pas de botte secrète. Là, voilà. Mais en fait, c'est comment je savais qu'ils attendaient une réponse je ne sais pas au bout d'un moment, c'est parce que en fait j'avais passé des oraux blancs avec des gens d'une association qui s'appelle Ambition Campus, qui du coup étaient des anciens de mon lycée et qui nous faisaient des oraux blancs pour pouvoir passer cette procédure-là. Et c'est ce qui a fait que j'avais pas de stress. Ok, cool, parfait. Et toi, du coup, là, tu me disais que tu étais donc à la base intéressé par les sciences politiques. Du coup, est-ce que c'était une évidence, Sciences Po? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une procédure adaptée? Est-ce que c'est fait plus tard? Alors, c'était pas une évidence, mais c'est vrai que ça faisait partie de mes centres d'intérêt. Après, Sciences Po, pour moi, ça avait l'avantage ça me forçait pas à choisir tout de suite une orientation, parce que c'était très large, et que le premier cycle, la première année, je savais pas vraiment ce qu'il y avait dedans. Objectivement, j'avais pas trop creusé. Mais je me disais de manière, le vrai choix, il se fait après, pour le master. Donc, j'ai 3 ans tranquilles où j'ai pas à me poser la question vraiment de mon orientation. Et sinon, moi, je suis plutôt littéraire. Non, j'étais en prépa littéraire. J'ai commencé une Hippocagne. Et à mon époque, je suis vieille en disant ça, il y avait 3 voies d'entrée. Il y avait soit la voie de la mention très bien sur dossier, soit la voie CEP, soit la voie du concours. Et j'ai pas eu la mention très bien. J'étais pas en CEP. Donc moi, j'ai passé le concours. Et, fun fact, c'est que ça m'avait tellement stressée de me dire le concours, en fait,
que j'ai tout fait pour pas l'avoir, c'est-à-dire que je l'ai pas préparé. Donc j'y suis allée les mains dans les poches au concours et je me souviens de ma mère quand je pars le matin pour passer le concours, pour aller à la maison des examens à Arcueil. Ma mère qui me dit bon, t'essayes quand même. Oui, donc j'ai essayé, puis j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Alors, du coup, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas un conseil. C'est pour vous libérer du stress, ne pas préparer, c'est pas un bon conseil. C'est une histoire de vie. À ne pas reproduire à la maison. Ouais. En tout cas, pour moi, ça a bien marché parce que du coup, je n'étais pas stressée. Parce que je fais de mon mieux, puis advienne que pourra. Et à l'époque, donc, c'était un concours sur 2 jours. Il y avait 4 matières. Il y avait culture générale, histoire, études documentaires et langue. Donc moi, anglais. Et on avait les résultats du concours. Enfin, le concours, on le passait fin août. Et on avait les résultats début septembre, mi-septembre. Donc, j'avais commencé ma rentrée en Hippocagne. Et je pensais vraiment faire une Hippocagne du coup parce que je pensais pas que j'allais avoir Sciences Po. Donc j'ai eu un peu du mal à y croire et j'ai souffert vraiment les premières années du syndrome de l'imposteur, en fait ils sont peut-être trompés. Puis comme j'ai un nom de famille assez commun, je me suis dit ça se trouve c'était un homonyme quoi, à quelqu'un d'autre quand j'ai vu le résultat. Mais non, voilà. Donc voilà comment j'ai eu Sciences Po et j'en étais très contente. En synthèse. Et toi, Nicolas, l'admission en master, donc ça se passe comment? Est-ce qu'il y a quand même des écrits? Je ne crois pas qu'il y ait de concours, mais par contre, j'imagine qu'il y a un oral. Est-ce que c'est le cas? Alors moi, à l'époque aussi, c'était un dossier, on envoyait une candidature, il y avait des entretiens, et voilà, et on était pris ou pas, mais voilà, c'était vraiment comme ça que ça se passait. Ouais. Et les entretiens, ça se passait comment? Est-ce que tu as un petit peu des conseils pour préparer un oral, et puis quand on est sur le moment, pour faire encore mieux et pour vraiment performer l'oral? Non, j'avais essayé de me préparer le mieux possible et notamment en lisant sur les auteurs, puisque c'est des auteurs qui ont lancé la sociologie des organisations, Crozier, Friedberg par exemple. Et c'est une sociologie que je connaissais pas beaucoup, donc j'ai essayé quand même de creuser un peu ça pour pas complètement débarquer. Mais moi, c'est vrai que ça se faisait de façon assez simple, c'est-à-dire que l'assistante m'avait appelé, m'avait dit bah voilà, vous avez un entretien, je sais plus, demain ou le même jour, donc j'avais pas eu non plus un temps fou pour me préparer. Pas eu le temps de stresser, c'est bien ça. Stress intense mais court. Et souvent les oraux à Sciences Po, c'est un peu connu pour avoir des questions pièges, un peu loufoques. Est-ce que c'était ton cas? Moi, c'était pas le cas. Lui, non, finalement. C'est ça, en synthèse, ce que j'entends, c'est que du coup, on peut y rentrer juste après bac, on peut y rentrer aussi en master, on peut y entrer sur un concours particulier ou sur un concours général ou parfois même selon son dossier. Ce que vous n'avez pas dit, je pense, c'est qu'il y a des milliers de places, puisque du coup, juste sur Sciences Po Paris, c'est 2000 places à peu près, je crois. Et du coup, il y en a plusieurs milliers en France. Dernier point qu'on n'a pas évoqué, qui a son importance quand même pour les enfants et puis les familles, ça coûte combien ? Alors, de mon temps, mais je pense que c'est encore le cas. C'était échelonné en fonction du revenu des familles. Donc, c'est selon le quotient familial. Et moi, j'étais boursière. Donc, c'est gratuit pour les boursiers. Et en plus, Sciences Po reverse de mon temps 50% en plus du montant de la bourse. Et je sais qu'après, c'était passé à 75%. Donc, admettons, si vous avez une bourse annuellement de 5 000 €, disons, pour l'année versée par le Crous, Sciences Po me reversait en plus 2 500 €. Donc, Sciences Po, pour moi, non seulement c'était gratuit, mais ils m'ont en plus payé pour que je puisse faire mes études dans de bonnes conditions. Alors, c'est toujours le cas. Ça peut être un peu un piège. Moi, je suis l'enfant du milieu. Donc mon grand frère, au cours de ma scolarité à Sciences Po, n'était plus à la charge de mes parents, donc n'était plus compté dans le quotient familial. Mon petit frère, ensuite, c'est arrivé la même chose. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des années, on a payé de plus en plus cher. On était juste en dessous du seuil pour être échelon 0 bis boursier, donc on est vraiment au tout départ de ce qu'on peut payer à Sciences Po. Mes frais de scolarité en première année, c'était 589 €. Ok. Donc c'est très abordable. Par rapport à d'autres formations. Par rapport à d'autres formations, c'est très abordable. Et l'année dernière, du coup, j'étais seul, il n'y avait plus d'histoire de caution familiale et tout, parce que mes 2 frères n'étaient plus à charge. On était à 2 500 €. Ce qui reste encore... Ce qui reste accessible pour une grande école. Et en master, c'est pareil ou... En master, je ne me rappelle pas précisément, mais il me semble que c'était le coût d'un master à la fac, que c'était pas forcément beaucoup plus cher. Mais ça peut être beaucoup plus cher. Ça peut aller, je sais plus, alors du coup ça fait loin maintenant, mais moi ça me semblait que l'échelon le plus élevé c'était jusqu'à 10 000 €. Enfin, peut-être c'est plus maintenant, je sais pas, mais ça va de 0
à 10 000 euros selon le revenu des familles. Et voilà. Pour les internationaux aussi. Et pour les internationaux hors Union européenne. Ouais. Alors, une fois qu'on est rentré à Sciences Po, ça y est, on y est. Vous avez tous des diplômes un peu différents, mais c'était quoi les matières qu'on retrouve dans vos formations? Ouais, de manière générale, en fait. Alors, ça dépend en premier cycle et en master, en fait. Premier cycle, c'est les années 1 à 3, et puis master, c'est 4-5, donc pour avoir un bac plus 5 à la fin. Et ça fonctionne comme à la fac, avec la logique de tronc commun. Et les matières iconiques à Sciences Po, c'est histoire, économie et droit constitutionnel, droit public. Il n'y a même pas politique, du coup. C'est pas une matière. C'est pas... Non, non. Non, mais c'est marrant, en fait, quand on n'a pas fait ça, c'est Sciences Po, mais donc tout le monde s'attend politicien, mais en fait, non, c'est histoire. En première année, on a des cours de sciences politiques, au sens vraiment la théorie et de la science. Et du coup, on étudie Pierre Clastres, Rosan Vallon, des auteurs comme ça, qui sont aussi des sociologues. Et en fait, c'est pour nous donner des bases conceptuelles. Donc on a ça en première année, mais c'est pas le cœur des enseignements. C'est pas Machiavel, quoi, le cours principal. Non. Non, justement, voilà, c'est ça. On s'attend à sciences politiques que la matière principale ce soit sciences politiques, mais en fait, c'est pas le cas. D'accord. Mais pour donner un peu de contexte, c'est-à-dire que l'histoire, quand je dis c'est la matière principale, l'histoire, c'est de l'histoire politique, donc c'est surtout l'histoire du 19e siècle et puis du 20e siècle, l'histoire politique, sous le prisme politique. L'économie, vouloir faire de la politique sans rien comprendre à l'économie, ça marche pas. Il y en a quand même. Peut-être, mais il faut réviser leur base dans ces cas-là. Et puis, et encore une fois, la politique... pas de nom, mais bon. La politique, c'est aussi le fonctionnement des institutions, et ça passe par le droit public. Donc, ça fait partie des sciences politiques. Mais sciences politiques, en effet, on va pas t'apprendre à monter un budget politique, ou comment développer une stratégie politique, ou comment planter des couteaux dans le dos. Ça, non, ça on fait pas. Mais c'est les bases de comment est construite la société, et les 3 piliers. Pour savoir comment elle est construite, il faut comprendre ce qui s'est passé avant, donc l'histoire. Comment elle fonctionne aujourd'hui dans une société d'économie de marché, il faut comprendre l'économie de marché, et la structuration des institutions avec le droit. Et c'est ça la base de ce qui ensuite permet de pouvoir mener des politiques. Et en master, du coup, c'était quoi les dossiers? Donc il y a sociologie des organisations. C'est une matière à part entière, mais c'est vrai qu'après ça tournait beaucoup autour du fonctionnement d'une organisation, une entreprise, pour comprendre comment elle fonctionne d'un point de vue économique, RH, ressources humaines. Et puis après, la sociologie des organisations est une matière à part entière qu'on nous enseignait évidemment, qui était au cœur du cursus. Après, ce qui était intéressant, c'est que c'était très, très pratique aussi, c'est-à-dire qu'on était souvent justement sur le terrain. On avait un cours aussi qui était assez passionnant sur comment aussi mener des entretiens, parce que c'est une sociologie donc appliquée au monde réel, au monde des organisations, et donc il faut passer du temps avec les gens, leur poser des questions, et ça se fait pas non plus naturellement. Donc apprendre à passer des entretiens, et puis pouvoir à partir de ces entretiens avoir une matière qui soit riche, et comment on l'utilise après. Enfin, moi, j'avais trouvé ça très intéressant. On avait passé beaucoup de temps, sur le terrain, pour justement mener ces entretiens et être capable d'établir des rapports et des préconisations après avoir passé pas mal de temps avec des gens qui travaillaient dans une organisation, quelle qu'elle soit. D'accord. Et je crois du coup qu'il y a aussi des masters, donc on peut devenir avocat, journaliste. Ouais. Alors en fait, c'est que là, il y a une grande diversité, et ça n'a cessé de se diversifier à partir justement du bac plus 3, donc pour les masters. Tu aurais été plus récent que moi, donc tu sais mieux que moi récemment, mais c'est par école, donc il y a l'école des affaires publiques. Moi, il n'y avait pas encore à mon époque, qui est un peu, justement, quand on voit politique, c'est affaires publiques. C'est aussi le master, moi, c'est le master que j'avais fait, que tu as fait. Mais il y a sociologie, il y a l'école doctorale, donc pour faire, quand on veut devenir chercheur en sciences sociales, donc en histoire, en géographie, en géopolitique, en sociologie, en philosophie politique. Il y a marketing, communication, l'école du droit, pour passer les concours ensuite de l'école de la magistrature, pour devenir avocat, plutôt droit des affaires. Il y a l'école, il y a le journalisme, et puis il y en a les PSIA. Donc il y a une école d'affaires internationale et où eux, ils vont... c'est le côté travailler en stratégie financière, affaires européennes aussi. Ouais, mais ça, ça fait partie de l'affaire publique.
Pour clarifier un peu le truc, mon master appartenait à l'école d'affaires publiques et mon master c'était administration publique, spécialité politique publique, ou l'inverse. Master politique publique, spécialité administration publique. Et là, un peu précisément, les matières, c'était... Et donc là, moi, mes matières, c'était état public-privé pour tout ce qui est portefeuille de l'État, les EDF, SNCF, tout ça. J'ai eu un cours aussi de culture où on nous a appris le budget de la culture. Sinon, c'était des cours très finances publiques, droit et gestion des collectivités territoriales. Mais c'est des cours spécialisés et c'est nous qui les choisissons en fait. En master, c'est nous qui choisissons les cours. Alors qu'en licence, bachelor, on est plus contraint. Et du coup, c'est quoi la pire matière que vous ayez fait à Sciences Po? Alors, vous définirez pire. La matière que vous avez préférée à Sciences Po et la matière la plus insolite que vous ayez faite à Sciences Po. Elsa a l'air d'avoir ses idées. Alors, ma pire matière, c'est la microéconomie. Parce que moi, j'étais en... alors, ça n'existe plus, mais j'étais en L, donc en littéraire. Moi, il faut dire que j'avais arrêté les maths en seconde, très, très honnêtement. Et je suis arrivée, c'était la première année où c'était mon prof d'éco, c'était un normalien. Donc c'était très, très matheux en fait, plein de formules, courbes SLM, on parlait de choux, de carottes, je comprenais, mais plus rien. J'étais perdue en micro. Et ma meilleure matière, c'était un cours électif, donc un cours, petit cours qu'on choisit. C'était questions d'éthique, questions de littérature. Donc Frédéric Lechterflack, excellent cours. J'ai écrit un bouquin, Le laboratoire des cas de conscience, si jamais. C'est très intéressant. Et ma matière la plus insolite, c'était philosophie du nihilisme. J'aurais pensé occitan médiéval, tu vois, mais... Ouais, mais occitan médiéval, c'est quand j'étais en échange universitaire. Ouais. Donc c'était pas à Sciences Po. Moi, la matière que je n'avais pas forcément appréciée, mais ça m'a donné quand même des bases, c'était la compta, parce qu'on avait fait un peu de comptabilité. Mais c'était bien de le faire. Ouais, en effet. Matière préférée, c'était ce qui était au cœur de ce master, la sociologie des organisations. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Et en lien avec cette matière, parfois, effectivement, des moments un peu insolites. Un des terrains où on devait justement appliquer cette sociologie des organisations, c'était le mouvement des chômeurs. Donc, il y a un moment maintenant où les chômeurs s'étaient manifestés pour dire à quel point ils auraient voulu être mieux traités dans notre société. Enfin, il y avait une série de recommandations en lien avec certains syndicats. Et donc, j'avais passé pas mal de temps avec ce mouvement-là, avec ce mouvement des chômeurs. Et j'avais trouvé ça insolite, et surtout passionnant donc d'appliquer justement cette socio qu'on apprenait pour comprendre comment ce mouvement était né, quels enjeux il y avait derrière, avec toutes les institutions, l'État, les syndicats derrière tout ça. J'avais trouvé ça passionnant. C'est vraiment ultra diverse. Et Christophe? Et moi, ma matière préférée, c'était, ça peut paraître surprenant pour certains, mais c'était le droit constitutionnel. Moi, c'est surprenant. Parce qu'en fait, on apprend les règles du jeu. Et comme pourquoi le président il est puissant sur le papier, mais en fait il peut pas faire ce qu'il veut. Pourquoi il y a des garde-fous s'il veut déclarer l'état de siège, ce genre de choses. Des choses où on peut vite se dire c'est écrit dans la Constitution, il peut déclencher l'article 16 quand il veut. C'est intéressant de connaître les règles du jeu. Ma pire matière, moi je pense que c'est entre deux. Et la microéconomie aussi. Parce que moi aussi. Aïe. Moi aussi, petit message au prof de microéconomie de Sciences Po. Moi aussi, j'ai fait littéraire. Comme ça se passe bien. Moi aussi, j'ai fait littéraire. Moi aussi, mon prof d'économie, il nous parlait de petits pois et comment de Ferrari et de la théorie des parapluies. C'est plein de trucs où ça nous paraît quand même très éloigné au moment où il nous l'explique, mais on comprend un petit peu mieux les années d'après. Et en vrai, non, je pense que le cours la matière que j'ai vraiment le moins aimé, c'était une matière de politique comparée. Mais en fait, c'est parce que la professeure ne parlait pas français. Et c'était un cours en français. Et du coup, c'était compliqué. Et donc, ça peut être ce genre de choses. On peut mal apprécier une matière parce que c'est difficile à cause du prof. Et la matière la plus insolite, je ne saurais pas dire. J'ai eu que des matières normales. Moi. D'accord. Okay. Si. Matière insolite, c'était histoire du droit canonique dans le Saint-Empire romain germanique. C'est vrai, il y a des matières comme ça. Il y a une matière ça comme ça. À quoi? Avoir une culture juridique, mais vraiment par passion, quoi. Est-ce qu'une fois, ça t'a servi dans une soirée ou un truc où t'as ressorti le truc, quoi? Non, j'ai pas pu. C'est au cas où un jour tu veux devenir spécialiste, on sait jamais. Mais dans les débats que je fais dans ma tête, c'est super utile. Okay. Bon, on va faire un petit jeu, le jeu des anecdotes. Chacun votre tour
Vous allez nous donner 3 anecdotes. Il y en aura 2 qui sont vraies, une qui est fausse. Et on va devoir deviner laquelle est fausse. Qui se lance? Ouais, Nicolas, moi, Nicolas? C'est simple ça. La première, alors j'ai à peu près l'âge d'Emmanuel Macron. Et donc on s'est croisés à Sciences Po. On a même fait du théâtre ensemble. Deuxième anecdote, moi donc je vous le disais avant la sociologie, j'ai fait du droit, je voulais être avocat en droit pénal. Et c'est ma prof de droit pénal qui m'a dégoûté et qui m'a dit qu'il fallait pas faire ça parce que je lui avais posé la question à la fin d'un cours et elle m'a dit non, il faut pas faire avocat en droit pénal. C'était ma prof de droit pénal. En fait. Anecdote très détaillée si elle est fausse. Hein. Et la troisième, donc j'ai fait ce master de sociologie des organisations et mon mémoire final, c'était au Palais Omnisport de Paris-Bercy, on l'appelait comme ça à l'époque, donc Accor Arena, mais j'aime pas trop le naming, mais bon. Et donc pendant plusieurs mois, j'ai vu des concerts, du patinage artistique, du tennis, de la planche à voile. Voilà. 3 anecdotes. Lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses? Moi, j'aurais la 3 qui est pas vraie. Je dirais la 1 qui est pas vraie. Tu vois pas Emmanuel Macron faire du théâtre? Bah si, c'est comme ça qu'il a rencontré Brigitte. Ah bah alors. Allez, on va dire en effet la 1. Ouais, je connais pas, je l'ai jamais rencontré. Bien joué. Ça aurait pu- ouais, Moi, je pensais déjà à la mise en relation après l'émission, quoi. mais Désolé. On a fait du théâtre ensemble. Ouais. C'est le coup du théâtre. C'est le coup du théâtre. C'était un peu trop. La Elle voix était un beaucoup peu moins tremblée. détaillée que les 2 autres. Ah bah moi, je suis mis dans le panneau. Ouais, Elsa? Alors, moi j'étais dans la même promo qu'un Premier ministre. Sciences Po a menacé d'interrompre un partenariat avec une autre université à l'international à cause de moi. Et dernière anecdote, je suis allée nourrir le chat de Laurent Fabius. Ah, c'est dur. Premier ministre, est-ce qu'il commence par G et finit par A en initial? Ouais. J'ai l'âge de Gabriel Attal. Ah bah je laisse les autres, j'ai une petite La idée. troisième, c'est quoi déjà la troisième? C'est je suis allée nourrir le chat de Laurent Fabius. Ils demandent ça aux élèves de Sciences Po, c'est pas cool quand même. Ça fait un peu vendeur. Hein. Ah, c'est dur. Ah ouais, faut y aller, hein, faut voter. Hein, Bon, le chat, moi je vais dire. Moi, j'y crois au chat. Moi, je pense que la 2 est fausse. Je pense aussi que la 2 est fausse, vu ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. Et non, c'est Laurent Fabius, je suis pas allée nourrir son chat. J'aurais pu, j'ai failli, mais je l'ai pas fait. Yes. Ça détruit. Bah non, mais c'est comme mon année à l'étranger, pour des questions financières, ça a été très compliqué. Et Sciences Po m'a beaucoup soutenue. En tout cas, la personne qui gérait les affaires internationales à Sciences Po à l'époque, Agueda Pérez-Munoz. Je remercie encore 15 ans plus tard. Et que ça s'est tellement escaladé qu'à la fin, pour régler le problème, ils ont menacé d'interrompre le partenariat, qui est un gros partenariat à plus de 30 étudiants par an qui partent. Et donc à la fin, ça s'est soldé en ma faveur. Donc voilà. Allez, Christophe. Alors moi, ma leçon inaugurale de toute première année quand je suis arrivé a été donnée par Robert Badinter. J'ai été enfermé dans les bâtiments de Sciences Po un soir et j'ai connu 3 directeurs de Sciences Po. Alors, la dernière. Moi je dis la 2. La 2, c'est possible de s'endormir à la bibliothèque. Et puis, Badinter. Non, je suis pas sûre qu'il ait fait Sciences Po. Non, La 2. Ouais, la 2. La 2, allez. La 2 est fausse ? Oui. Alors, on ne peut pas se faire enfermer dans les bâtiments de Sciences Po. Il y a une énorme alarme, ils nous disent veuillez quitter les bâtiments, il est 21h. Donc, c'est pas possible. Donc, si ça peut rassurer ceux qui se posaient la question, qui avaient un peu peur avant d'y aller. Et oui, non, vous ne serez moins, pas c'est enfermé le week-end. Ouais, et du coup, maintenant, plus sérieusement, parce qu'on a vu comment on y rentre, on a vu ce qu'on y fait, et on fait quoi après Sciences Po si on fait pas politicien du coup. En fait, voilà, du coup, c'est quoi votre parcours? C'est quoi le premier job? Et puis, éventuellement, à quoi vous aspirez pour ceux qui sont en transition? Ou qu'est-ce que vous avez fait après? C'est quoi les différents emplois que vous avez pu faire? Alors moi, j'ai fait des choses, pas que après, j'ai fait des choses pendant. Parce que j'ai eu des difficultés, problèmes de santé qui ont fait que j'ai pu redoubler plusieurs fois. Normalement, à Sciences Po, on redouble qu'une seule fois. Moi, j'avais un dossier médical, donc j'ai pu redoubler plusieurs fois. Finalement, il y a un moment donné où c'était beaucoup trop pour ma santé et où j'ai quitté Sciences Po en fin de licence, en 3e année. Et c'était en fait en 2020, donc l'année du Covid.
Donc je suis parti faire complètement autre chose, une reconversion. Je suis devenu ébéniste, restaurateur de mobilier d'art, donc rien à voir. Une fois que j'étais en formation, Sciences Po m'ont rappelé pour me dire que je faisais partie des étudiants qui avaient décroché à cause du Covid. Donc j'ai pu reprendre un master l'année suivante, en 2022, enfin après mes 1 an de formation, et où là du coup j'avais une idée déjà beaucoup plus claire de ce que je voulais faire. Parce qu'avant de quitter Sciences Po la première fois, j'étais en fin de licence du coup, et pourtant j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Parce que y a beaucoup de débouchés. Les débouchés en politique, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour faire politique. Pour être un élu, il faut être militant en fait. Il faut être militant dans un parti. Ou créer son parti, enfin bref. Moins accessible. Et donc finalement, moi, voilà, en fait, j'étais complètement perdu. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants à Sciences Po qui sont dans ce cas-là où ils arrivent, il faut choisir le master et on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il y a un manque de... on fait pas de stage quoi. Avant le master, on fait pas de stage, on sait pas à quoi ça ressemble les entreprises, on sait pas à quoi ça ressemble les administrations. Et maintenant que j'ai terminé mon master, donc je suis consultant dans une entreprise, mais je prépare en même temps les concours d'entrée dans la fonction publique. Donc, concours d'administrateur parlementaire. Donc là, le prochain concours en avril 2025, c'est pour le Sénat. C'est quelque chose que j'aurais pas du tout imaginé quand j'étais rentré à Sciences Po. On fait quoi quand on est administrateur au Sénat ? Eh ben, le sénateur, c'est un élu, donc lui, il n'a pas forcément fait Sciences Po. Encore sénateur, peut-être un peu plus de chance qu'un député. Mais un sénateur ou un député n'a pas fait Sciences Po, il n'a pas forcément une culture juridique, il n'a pas forcément non plus envie de se plonger là-dedans. Lui, il est élu pour un mandat, il est élu pour accomplir quelque chose pour ses électeurs. Et il a un projet, maintenant il faut que quelqu'un le traduise en votre projet politique de mettre en place une taxe sur je sais pas quoi, il est très intéressant, mais en fait ça existe déjà. Et le sénateur, le député, lui il dit bah ouais mais moi j'ai été élu pour ça, donc il faut quand même qu'on trouve un truc. Et donc l'administrateur, lui, il doit trouver le moyen pour que ce projet soit applicable dans la loi. Donc il faut avoir une culture juridique assez solide, il faut avoir un devoir de réserve, de neutralité, parce que tu peux travailler pour un député ou un sénateur qui n'est pas du tout de tes opinions politiques. Ça t'interdit pas d'avoir des opinions politiques, mais voilà, il faut savoir faire la part des choses. Ok, intéressant. Aujourd'hui, il me semble que tu es consultant. Oui. C'est quoi en fait le métier de consultant après avoir fait Sciences Po, ça ressemble à quoi ? Alors moi, ce que je disais à Sébastien tout à l'heure, c'est quand je suis rentré dans ce métier de consultant pour la première fois, je me disais mais qu'est-ce que j'ai comme compétences en fait ? En fait là, toutes mes années à Sciences Po, j'ai appris à être étudiant. J'ai appris à lire de la documentation, j'ai appris à structurer une pensée, j'ai appris à construire un argumentaire pour développer un raisonnement. En fait, finalement, dans mon métier de consultant, c'est ce qu'on me demande de faire. Et en fait, oui. Et en fait, c'est exactement ce qu'on me demande de faire. Donc, j'ai pas seulement appris à être un étudiant, j'ai appris à avoir une pensée, à structurer une pensée et à argumenter un raisonnement. Et en fait, beaucoup de professions intellectuelles vont me demander ça. C'est difficile, au moment même où tu es à l'école, de faire le lien entre mais j'apprends tout ça, mais à quoi ça va me servir plus tard ? Et finalement, une fois que tu es dedans, tu te dis mais en fait, ça m'a servi. Donc pour toi, c'est concret. C'est concret. C'est concret. Il a fallu que je sois dedans pour que ce soit concret. Mais maintenant, oui, je vois très bien, tout est politique dans la commande d'une étude sur les métiers d'art. Voilà, il peut y avoir des enjeux politiques, il faut être diplomate, il faut savoir donner les faits et en même temps dire vous, votre objectif pour votre étude, c'est ça, on va faire en sorte que on montre bien la réalité de la chose. Et en fait, c'est un côté quasiment scientifique. Nicolas ? Ça mène à beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai commencé mon parcours dans le monde de l'entreprise, dans une grande compagnie d'assurance, parce que ça faisait partie de ce sur quoi je m'étais spécialisé à la fin de mon cursus en droit. Et puis, ce master en sociologie des organisations fait que j'ai intégré ce qu'on appelait la direction de l'organisation et de la qualité, donc dans une grande entreprise, pour faire le lien grosso modo entre les gens qui développaient des logiciels et ceux qui les utilisaient, qui ne se comprennent pas toujours. Donc voilà, il y a besoin parfois d'intermédiaires, de chefs de projet qui vont faire ce lien-là. Et puis après, j'ai rejoint le secteur associatif où j'ai fait pas mal de choses, de la communication, des ressources humaines, du management. Aujourd'hui, je dirige des associations. En tout cas, je dirigeais l'association La Fresque du Climat et je réfléchis un peu à ce que je vais faire après, mais c'est vrai que moi, j'aime bien diriger des structures associatives. Donc voilà, mais c'est vrai que ça peut donner lieu à plein de choses différentes
Et c'est ça qui est aussi, je pense, intéressant, c'est que ça ouvre des perspectives qui sont assez vastes et qui permettent, je pense, à chacun ou chacune de trouver un peu sa voie. Donc toi, pareil, le lien entre tes études et ensuite ton ou tes différents métiers, il était plutôt assez concret. Tu as réussi vraiment à... Sur la compétence de gestion, d'organisation. Oui, après, moi, je pense que ce soit le droit ou la sociologie, je les applique. Mais c'est pas vraiment le contenu aujourd'hui à 100% de mon métier. Mais par contre, c'est des raisonnements. Le raisonnement juridique ou ce que j'ai appris effectivement avec la socio, c'est, je pense, des matières qu'on finit par intégrer dans la façon dont on travaille, dont on raisonne, dont on travaille avec les autres, parce que ça aide effectivement. Enfin, le droit, malheureusement, il est peu appris, je trouve. Ce que tu disais sur le droit constitutionnel est très vrai, c'est-à-dire que le droit régit tout aujourd'hui dans notre société et la culture juridique de nos concitoyens est très, très faible. Et donc, je pense que... Et le raisonnement juridique, en plus, est intéressant intellectuellement. Je pense que ça aide beaucoup, y compris quand on n'est pas forcément sur des sujets juridiques stricto sensu. Je pense que le raisonnement juridique aide beaucoup. Et c'est pareil pour la socio. Ça aide à comprendre aussi parfois pourquoi des catégories d'acteurs ou de salariés dans une organisation agissent d'une façon plutôt que d'une autre. Donc je trouve que c'est effectivement... C'est pas mon métier ne tourne pas autour de ces matières-là, mais elles me sont utiles, je pense, tous les jours. Donc là, ce que je comprends pour l'instant, c'est qu'on y apprend vraiment à construire un raisonnement et à appliquer une méthodologie. Elsa? Alors moi, mon master est en affaires publiques spécialité culture à l'époque, donc c'était pour travailler dans les établissements culturels. Et moi, j'ai fait mon stage de fin d'études dans un grand musée français, et ça a été une très mauvaise expérience. J'ai pas du tout aimé, et donc c'était très très décevant parce que vraiment, j'étais persuadée que c'était ça que je voulais faire, c'était mon rêve, travailler dans un musée, etc. Et puis ça m'a pas du tout plu. Et donc après, c'était la grande désillusion de mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et en synthèse, donc après, je me suis dit, il faut que je découvre... donc mon année après mon diplôme, j'ai pris un peu une année off pour pouvoir faire des stages dans d'autres endroits en me disant, il faut que je vois d'autres choses, en fait, parce que je connais pas. C'est ça, la vérité, c'est que familialement, je viens d'un milieu où il n'y a pas du tout de ce milieu-là. Donc voilà, je me dis, il faut que j'aille découvrir d'autres choses. Et donc, je suis allée... j'ai fait un stage, j'ai travaillé dans un cabinet ministériel, j'ai travaillé dans un think tank, et puis après, dans une start-up. Et après la start-up, j'y suis restée dans une start-up dans le mentorat. J'y suis restée pendant quelques années, 5 ans. Et puis, donc après, j'ai travaillé dans le numérique parce que j'ai développé un outil logiciel, j'ai fait de la relation client, j'ai créé de la formation. Et puis, et après, quand je suis partie, j'ai travaillé pour France Université Numérique. Je fais une mission de planning stratégique en communication pour France Université Numérique. Et après, j'ai été embauchée dans les écoles du CERN en tant que responsable des admissions et de la communication. Donc sur la question des neurosciences et des troubles spécifiques des apprentissages et donc de la relation avec des parents dans des écoles primaires et secondaires. Donc rien à voir. Et puis après, j'ai progressé dans ce poste et je suis devenue directrice générale adjointe. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait dans mes études. Mais en revanche, ce que je pense Sciences Po m'a permis, c'est la curiosité intellectuelle. De se dire, et justement, ce qu'on disait quand votre question sur les matières, etc., c'est qu'on a la possibilité, si on le souhaite, d'aller pick and choose, plein de choses très très différentes qui ne sont pas forcément liées au cursus final et au diplôme qu'on va avoir. Et donc, et même de faire de la microéconomie, des choses qui a priori sont un peu rebutantes, finalement de se dire je vais devoir m'y coller, parce que c'est un préparateur au monde professionnel, c'est qu'on fait pas toujours ce qu'on aime, et dans tous les jobs il y a toujours des tâches qu'on n'aime pas, mais il faut le faire quand même. Donc ça prépare bien à ça. Et je pense qu'il y a quand même en effet cette question de, tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure, de la question du deux parties, deux sous-parties, qui est le truc phare de Sciences Po, de faire des exposés à l'oral ou des fiches techniques où tout doit être en deux parties, deux sous-parties. Et donc ça aide à bien structurer sa pensée, aussi à s'exprimer à l'oral. Parce que l'exposé, c'est on connaît le grand oral de Sciences Po, mais l'exercice phare, c'est l'exposé en 10 minutes, de parler à son groupe classe, de présenter un sujet en 10 minutes de façon structurée. Ça force aussi à être synthétique. Donc l'esprit de synthèse, je pense que c'est ce que dois-je retirer de Sciences Po, c'est finalement au premier rang, ça serait l'esprit de synthèse.
Et si on prend un pas de recul maintenant, finalement on a retracé vos parcours respectifs, plusieurs questions en une. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment si vous repartiez en arrière ? Imaginons que vous redevenez le lycéen que vous étiez. Est-ce qu'il y a des choix ou des choses que vous faites différemment ? Autre question optionnelle, est-ce que en vous retraçant ce parcours-là, il y a quelque chose qu'on vous a dit par le passé qui s'est avéré vrai ou complètement faux, puis finalement vous êtes restructuré, vous, grâce à ce truc faux qu'on vous a dit, quoi, contre cette chose. Qui vient d'un prof, qui vient d'un prof. Que ce soit de l'entourage ou d'un prof, ou là, est-ce qu'il y a des choses qui ont été marquantes parce que probablement, les jeunes aussi, on leur dit plein de choses dont ils pensent que ça va forger leur futur, et puis finalement, peut-être que parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Alors vous, c'est quoi soit les changements que vous auriez opérés, soit les choses qu'on vous a dites qui se sont avérées vraies, de bons conseils ou faux, et des bons moteurs. Moi, j'avais pas fait le Sciences Po classique, et je crois qu'à l'époque, il y avait l'année où à l'étranger. Et moi, j'ai pas fait ça, alors que j'aurais pu en droit quand même avec Erasmus déjà à l'époque. Et c'est un de mes regrets de pas être parti étudier à l'étranger. Je pense que c'est quand même un point fort, et puis une ouverture au monde assez extraordinaire. Et puis après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur ma prof de droit pénal. Je pense que c'est important effectivement que les profs puissent dire des choses à leurs élèves, mais jamais le faire de façon trop catégorique. Enfin voilà, il y a des avocats en droit pénal qui en vivent. C'est peut-être pas la matière la plus rentable. Et donc, du coup, quand on est de l'autre côté, quand on est étudiant, élève, prendre un peu de recul par rapport à ce que vous disent les gens et les profs. Enfin, voilà, faut avoir plusieurs sons de cloche. J'ai aucun regret, mais peut-être que j'aurais adoré quand même être avocat en droit pénal. Et donc, je pense qu'il faut faire attention de pas briser, conseiller, mais pas briser des vocations, quoi. Et c'est des choses que les gens, malheureusement, font parfois sans forcément s'en rendre compte, quoi. Donc, quand on est de l'autre côté, élève ou étudiant, essayez d'avoir plusieurs sons de cloche avant de se dire j'y vais ou j'y vais pas. Oui, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, personnellement, sur mon parcours, si je n'avais la possibilité, je ne changerais rien parce que voilà, moi, j'ai eu aussi une chance, une chance, oui et non, mais c'est d'avoir été suivi médicalement par Sciences Po, par les équipes médicales, et en fait d'avoir eu la possibilité de redoubler plusieurs fois. Et ça m'a appris une chose déjà, c'est que c'est pas parce qu'on redouble qu'on a échoué. Et même si on considère ça comme un échec, en fait on a le droit d'échouer. Et c'est pas pour autant que c'est complètement la fin du cursus, que c'est la fin du truc. Et en fait en ça m'a, ce que toi tu disais, c'est que moi aussi j'ai pensé à un certain prof qui m'a dit carrément: Christophe, vous n'avez pas votre place à Sciences Po. C'était une année où, la première année, j'avais des grosses difficultés. Personne ne m'avait appris la méthode. J'avais réussi à l'appliquer pour mon entrée par le concours CEP, mais j'avais pas réussi à la reproduire après, parce qu'on m'avait jamais expliqué la méthode de partie, de sous-partie. Et donc un prof, voyant ça, au lieu de m'aider, il me dit: Christophe, vous n'avez pas votre place à Sciences Po. Finalement, voilà, des années après, j'ai quand même eu mon master, et sur le moment, ça fait très mal, mais ensuite, tu t'en sers comme un moteur pour dire non, en fait t'as complètement tort, il faut pas dire ça à un étudiant, et moi tu me l'as dit, mais je suis la mauvaise personne à qui il fallait le dire, parce que du coup j'ai réussi quand même. Quand je suis entrée à Sciences Po, j'étais très proche de mon prof d'histoire au lycée, et il m'avait dit: surtout Elsa, à Sciences Po, ne change pas, parce que je pense que c'était vu Sciences Po comme ce bastion du parisianisme élitiste, et tu vas devenir une ville politicienne si tu vas à Sciences Po, donc n'y va pas et reste comme tu es. Donc c'est resté comme un garde-fou chez moi de surtout faut pas que je change. Et je pense que ça m'a permis aussi de regarder, de me rendre compte qu'il y avait une grande diversité de gens en fait, d'étudiants. Il y a beaucoup de gens qui viennent pas de Paris. Il y a beaucoup de gens qui sont boursiers aussi, qui sont et puis il y a des gens qui sont pas boursiers, qui sont pas pour autant qui sont qui sont l'élite parisienne, etc. Et voilà, il y a plein de gens différents, et ça me rencontre énormément de gens différents. Et moi, peut-être le seul regret que j'ai, c'est de pas avoir fait d'année de césure, parce que je pense que si j'avais fait une année de césure entre mon année à l'étranger et mon choix de master, peut-être que j'aurais fait des choix différents, parce que j'aurais eu j'aurais eu plus d'expérience avant de faire un choix qui va orienter mon orientation, plus définitivement mon orientation, sans avoir d'exemple concret. Donc ça aurait été peut-être de faire une année de césure. Et donc là, vous êtes tous en transition professionnelle. Est-ce qu'à 18 ans, vous pensiez que c'était si facile que ça de changer de métier ? Vous auriez un petit conseil à donner aux jeunes qui nous regardent
pour dédramatiser un peu cette phase d'orientation, parce que quand on a 18 ans, arrive Parcoursup, en fait, on peut croire que là, notre choix d'orientation va littéralement déterminer toute notre vie professionnelle, ce qui du coup n'est pas le cas, on le voit bien aujourd'hui. Vous auriez un petit conseil, un petit truc ou Moi, mon conseil, c'est de faire, dans la mesure du possible et de ce que Parcoursup vous autorise à faire, c'est de faire des études qui vous aiment et qui vous animent, qui vous intéressent. De ne pas avoir trop de réflexion de mais ça va mener à telle carrière et on gagne tant, etc. Parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui ne sera pas le monde de demain dans lequel vous sortirez quand vous serez diplômé. Que les études, c'est une chance qu'on a, et notamment en France, dans beaucoup de cas, de pouvoir le faire à coût réduit, quand on voit par rapport à ailleurs dans le monde. Où on peut se permettre, quel que soit notre milieu, de pouvoir avoir accès aux études et de dire autant que faire se peut de le faire dans quelque chose qui nous intéresse, qui nous plaise. Parce que dans les études comme dans la vie, il peut y avoir des moments difficiles, mais déjà si on a quelque chose qui nous intéresse, c'est plus simple. Qu'après, en effet, on peut faire plein de choses, quel que soit le diplôme qu'on a. Si on a l'envie, si on a envie si on est un peu curieux, il ne faut pas attendre que les choses tombent toutes crues, parce que ça n'arrive pas. Il faut se bouger. Mais quel que soit finalement les études qu'on fait, après, si on a un projet et qu'on se bat derrière pour l'avoir, on y arrive. Oui, moi, c'est un peu le même conseil, ou de dire, déjà, si tu as envie de faire quelque chose, vas-y. Après, c'est pas forcément évident à appliquer. Déjà parce qu'on sait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et puis parce qu'après, il peut y avoir d'autres contraintes, famille, finances, etc. Mais dans tous les cas, moi, mon principal conseil, c'est surtout que si vous avez le bac là, en 2025, que vous devez faire Parcoursup, que vous vous dites « Ah, c'est mon orientation définitive », en fait, c'est pas le cas. Parce qu'on peut changer d'orientation en cours d'études, on peut changer après les études. Là, voilà, on est tous en transition professionnelle, on change de métier. Non, je ne m'imaginais pas que c'était aussi facile de changer de métier quand j'avais 18 ans. Moi, c'est quand j'ai fait ma formation ébéniste que je me suis rendu compte qu'en fait, oui, on peut apprendre un métier en quelques mois, un an, et un métier qui est complètement différent avec ce pourquoi on a fait des études. Et même une fois qu'on a terminé les études, comme toi Elsa, voilà, tu fais un métier qui n'a rien à voir avec ton diplôme, ton master en culture. Donc en vrai, pour reprendre ma phrase de tout à l'heure, on a le droit à l'échec. Voyez-le plutôt comme un changement de voie et il n'y a rien de définitif. Ça permet d'explorer. Ça permet d'explorer, c'est très important d'explorer. La diversité des parcours. Quand j'ai quitté Sciences Po, vraiment avant de faire ma formation, je me disais mais je quitte cette école, j'y retournerai plus jamais. C'est en faisant ma formation que ça m'a recentré sur ce que je voulais vraiment. Et oui, en fait, je voulais faire ces études-là. Et Nicolas ? Ouais, c'est l'enfer, l'orientation. Le champ des possibles est tellement vaste. Donc, et à la fois, c'est passionnant parce qu'effectivement, l'enjeu est quand même important. Moi, je crois beaucoup aux rencontres et je crois qu'aujourd'hui, en plus, on a la chance quand même d'être dans une société où il y a moyen d'être assez facilement, même quand on n'a pas beaucoup de réseaux, en contact avec plein de gens. Sur l'aspect professionnel, il y a LinkedIn qui est un réseau moi, que je trouve génial et il y a beaucoup de gens qui répondent aux messages qu'on leur envoie. Je crois qu'il faut essayer de regarder effectivement, d'être curieux, de lire, de regarder ce que font les gens comme métier, de leur poser des questions. Effectivement, l'enjeu quand même dans une vie professionnelle qui est longue, qui va l'être peut-être de plus en plus, c'est quand même de faire des choses qu'on aime. Et on a le droit là aussi à l'échec, et on a le droit de se planter et de se reconvertir ou de faire d'autres choses. Après, plus tôt on trouve sa voie, mieux c'est, mais c'est pas non plus une obligation. On a le droit de tâtonner, je crois, dans la vie. Et je crois beaucoup aux rencontres. Donc, essayer de voir si dans son entourage, plus ou moins proche, il y a des gens qui font des choses qui nous intéressent. Aller questionner effectivement sur les réseaux sociaux des personnes qui font un job qui semble passionnant. Enfin, je crois beaucoup à la rencontre pour avancer dans la vie. Moi, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises orientations. Je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres. Et moi, je suis là aujourd'hui, je dis merci à la vie. Mais je partage le point de vue en plus. Donc, Bon, on va finir sur une touche un peu pop culture. Est-ce que vous auriez un livre ou une BD à nous donner pour inspirer nos jeunes et les faire plonger dans l'univers des sciences politiques, de la géopolitique, de l'histoire, des grandes de vos luttes, engagements personnels. Moi, je pensais à... je sais pas si le lien est direct, mais j'aime bien un livre qui est devenu aussi une BD, qui est Sapiens. Voilà, parce que c'est l'histoire de l'humanité. Je trouve que de temps en temps, se replonger dans
où vient l'être humain, parce que manifestement, parfois, il est un peu perdu quand même, l'être humain. Quand on voit où on va parfois et les trajectoires qu'on prend, notamment sur les questions sociales et environnementales, je pense que c'est pas mal de prendre un peu de recul et d'essayer de se rappeler aussi d'où vient l'être humain, quoi. Parce que c'est vrai que la période qu'on vit est très, très rapide. Enfin, les interactions permanentes, la technologie, la consommation, la surconsommation. Ça n'a pas toujours été ça, heureusement. Et c'est une toute petite partie de l'histoire de l'humanité. Donc, de temps en temps, se le rappeler, c'est pas mal, quoi. Et c'est vrai que le format du roman graphique favorise vraiment, alors pas forcément cette simplification, mais cette meilleure compréhension de concepts qui peuvent être très complexes. Donc effectivement, on recommande le roman graphique. Christophe? Alors moi, du coup, c'est quelque chose qui est déjà un peu intellectualisant. Un livre qu'on m'a donné à lire en première année, La fabrique du consentement. Noam Chomsky. Et un de ses collègues, j'ai oublié le nom. Ça permet de se poser des questions qu'un jeune de 18 ans ne se posera pas forcément de lui-même. Et ça, pour moi, c'est important de l'avoir le plus tôt possible dans les études. Alors, Bernstein et Milza ? Non, ça c'est le livre d'histoire de la base du Sciences Po en première année. Mais non, objectivement, quand on aime l'histoire, il y a en effet les romans graphiques. Il y a le plus connu qui est un peu vieux, qui est La Commune. Donc autour de l'histoire de la Commune à Paris et qui permet de se plonger finalement dans cette question politique et historique de façon très intéressante. Et puis sur la sociologie, récemment il y a eu plusieurs BD autour de Bourdieu qui permettent aussi d'avoir un autre regard, de comprendre et de se mettre en situation plutôt que de lire Bourdieu, qui est quand même un peu ardu. Là, c'est une façon de s'y mettre qui est accessible et sympathique. Eh ben, merci à tous les trois. J'espère que ça aura inspiré les personnes qui nous regardent, que ça vous aidera, peut-être que ça ouvrira des vocations. Et n'hésitez pas à en apprendre plus sur la chaîne, avec les autres émissions de T'as fait comment, sur olesio.fr ou sur Merci Bobby. À très vite. Au revoir.